la mer. On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons aujourd'hui au petit 2 du grand 2 de l'axe 2 de ce thème sur les frontières. Où est-ce qu'on en était arrivé la dernière fois? Je vous rappelle qu'on était arrivé à la délimitation, si vous voulez, des espaces plus ou moins territoriaux des États dans la mer. Je ne parle pas de frontières, puisqu'il ne peut pas y avoir de frontières dans la mer. Et je vous avais demandé pour aujourd'hui de faire l'étude de la double page du manuel, de 120-21 du manuel de cours. La question c'était: le maintien du droit de la mer est-il possible en Arctique, malgré les effets du changement climatique? Je redonne un petit peu le contexte déjà global. La conférence de Montego Bay a été signée en 1982. Elle a permis de délimiter ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, les ZEE des pays signataires, les zones dans lesquelles seuls les pays désignés comme ayant autorité sur ces ZEE peuvent exploiter les fonds marins. Et elle a permis aussi l'instauration d'un droit de la mer à l'échelle internationale, cette convention. Ce qui permet par là même de régler les litiges liés à des conflits territoriaux antérieurs. Alors, à la question, est-ce que le maintien du droit de la mer est possible en Arctique malgré les effets du réchauffement climatique? On serait tenté d'abord de répondre oui. J'en veux pour preuve une mention d'une déclaration, la déclaration d'Ilulissat, qui est une ville du Groenland. Cette déclaration, elle a été signée par la Russie, le Canada, la Norvège, le Danemark et les États-Unis. Et elle décrète un blocage de tout nouveau régime juridique compréhensif international de gestion de l'océan Arctique. Donc, en gros, on décide qu'il n'y aura pas de modification des prérogatives de chaque État dans l'océan Arctique. Donc, tout paraît résolu d'avance. Mais, c'est sans compter sur, par exemple, l'expansionnisme chinois actuel, dont on a déjà pu faire mention dans notre discipline. La République populaire de Chine, aujourd'hui, veut que l'Arctique devienne une zone de passage pour les nouvelles routes de la soie, dont on a déjà parlé. Et puis, si on rappelle le contexte du réchauffement climatique actuel,
c'est un nouvel enjeu qui est posé, puisqu'on peut désormais passer par l'Arctique en été, ce qui réduit considérablement, potentiellement, les distances Chine-Europe, par exemple. Puisque pour la Chine, au lieu de devoir expédier ses cargos partant par exemple de Shanghai et qui doivent habituellement passer pour aller en Europe et atteindre le marché européen, passer par le détroit de Malacca, le détroit de Bab el-Mandeb, le canal de Suez, arriver éventuellement à Marseille ou même plus généralement pour aller au nord de l'Europe, à Rotterdam, passer par le détroit de Gibraltar, vous voyez que ça fait quand même une certaine distance, eh bien la fonte des glaces permet d'aller plus rapidement en traversant l'Arctique. Ensuite, l'Arctique dispose de ressources importantes en hydrocarbures particulièrement. Hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz, et vous vous doutez bien que c'est intéressant pour les puissances internationales. En gros, ce sont des espaces qui n'intéressaient historiquement personne, car ils n'étaient finalement que de la glace. Par exemple, en 1867, l'Alaska est vendu par la Russie aux États-Unis pour la moitié du prix qu'avait coûté l'achat de la Louisiane par les États-Unis à Napoléon. Donc vous voyez que c'était un grand territoire, mais finalement pas un territoire très intéressant. Aujourd'hui, ces territoires-là, et l'Arctique en particulier, deviennent stratégiques. Ils permettent donc un accès à des ressources importantes en hydrocarbures, et puis ils permettent le contrôle des routes maritimes. La caricature du document 4 de votre double page nous montre donc à quel point ces espaces auparavant laissés à la nature font en fait l'objet maintenant d'une course à l'appropriation de la part des États côtiers. La caricature nous montre bien que cette course elle est un petit peu anarchique et qu'on essaye de récupérer le plus vite possible un peu de tout et n'importe quoi, sans trop faire attention à la délimitation, à tel point que dans la caricature vous voyez un ours colorié. Au-delà de la diminution des réserves de pétrole dans le monde et d'une stagnation des découvertes de pétrole, extraire son propre pétrole permet à un pays d'acquérir une indépendance énergétique ainsi que de ne plus dépendre donc d'un pays producteur. La zone arctique a de nombreux atouts stratégiques, longtemps sous-estimés car inconnus. Elle représente aujourd'hui une nouvelle voie de navigation au nord, mais aussi une source d'hydrocarbures. Voilà les deux choses qu'il y a à retenir principalement sur l'attrait nouveau, ou en tout cas plus récent, de l'Arctique. La limite principale de la convention de Montego Bay, ici, c'est que les États-Unis n'y ont pas officiellement adhéré. Je vous l'ai dit la dernière fois. Cela leur laisse donc une liberté d'action et de non-respect éventuel des traités internationaux signés par d'autres pays, comme l'Union européenne en général, la Chine ou la Russie. Les États-Unis ont pu acquérir une grande liberté d'action depuis la découverte et l'extraction du gaz de schiste, par exemple, ce qui n'est pas encore exploité par la France, puisque ça pose de gros problèmes environnementaux. Mais cette extraction, bien que coûteuse pour les États-Unis, elle leur permet d'être indépendants énergiquement, de la même manière que la France avec le nucléaire. Donc le fait de ne pas avoir adhéré officiellement, formellement à la Convention de Montego Bay, ça laisse les bras complètement libres aux États-Unis pour éventuellement ne pas respecter ces accords dans lesquels ils ne se sont pas engagés. L'exploitation des richesses de l'Arctique n'est pour le moment pas un sujet vraiment central, c'est plutôt la circulation dans l'Arctique qui est de plus en plus d'actualité. Mais les États anticipent quand même un besoin énergétique qui ne saurait être comblé avec la diminution des réserves de pétrole et de gaz dans le monde, dans les poches actuelles qui sont exploitées dans les pays, puisque ces ressources-là diminuent. Les poches de gaz et de pétrole diminuent, donc il faut retrouver de nouvelles ressources. L'Arctique présente en ce sens-là vraiment beaucoup d'intérêt. Dès lors, posséder une zone économique exclusive étendue s'avérerait stratégiquement payant, puisque plus on a une zone économique exclusive étendue, plus on a de chances d'avoir des ressources dedans. C'est pour cela que la Commission des limites du plateau continental, ce qu'on appelle en abrégé la CLPC, qui est un organisme rattaché à l'ONU, est souvent saisie pour délimiter des ZE quand il y a d'éventuels conflits. Outre cette question-là que nous avons approfondie avec l'Arctique, d'autres conflits autour du contrôle de la mer peuvent émerger, mais nous n'allons pas les aborder plus profondément maintenant, mais je vais quand même les citer. Par exemple, la France et le Canada sont aussi en litige à propos de la ZE de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est deux îles françaises qui sont au large du Canada,
doivent apporter une ZEE potentiellement de 200 000 marins à la France, sauf que comme on est au large du Canada, eh bien on se confronte à la ZEE du Canada elle-même. Ici, il faut délimiter cette ZEE, et c'est forcément au détriment de l'autre pays. Donc, il y a un conflit. La ZEE a été étendue en prenant prétexte de la surface du plateau continental, sachant qu'il y a certainement des réserves de pétrole dans la zone, en plus des réserves en poissons importantes. C'est pour pêcher la morue qu'on a au départ été explorer le Canada, la France. Également, la Chine et le Japon sont en conflit en mer de Chine orientale. Il y a souvent des incursions chinoises dans la zone japonaise. Et l'îlot de la discorde est celui de Senkaku, qu'on appelle chez les Chinois Diaoyu. Il est inhabité, donc il n'est pas censé apporter une extension de la ZEE, puisqu'il faut qu'une île soit habitée pour pouvoir apporter cette extension. Il est à 400 km de l'île d'Okinawa, donc du Japon, qui abrite une base américaine. Il y a un enjeu là, ici, vous voyez, de présence militaire américaine face à la présence chinoise. Il est à 300 km des côtes chinoises et à 200 des côtes taïwanaises. Quand un bateau chinois pénètre dans ces eaux, les autorités japonaises réagissent immédiatement pour protester, parce qu'elles craignent, en ne réagissant pas, que la Chine petit à petit s'approprie ces endroits. L'enjeu, donc, vous le voyez, il est ici géoéconomique et géostratégique. Il y aurait du gaz et du pétrole dans ces fonds marins, donc forcément c'est intéressant. Et ensuite, les Senkaku appartenant au Japon sont régulièrement loués aux États-Unis pour l'entraînement des GI. Pour les Chinois qui considèrent que ces îles leur appartiennent, la présence d'Américains est un affront, évidemment. Dernier exemple que je peux évoquer, en Europe, en 2012, le ministre norvégien du pétrole a déclaré « Les frontières de la Norvège vont jusqu'au pôle Nord ». Cette déclaration a provoqué son limogeage. Pourquoi ? La Norvège et la Russie venaient d'adopter un traité de fin de conflit sur la frontière commune en mer de Barents. Donc, en fait, là, le ministre norvégien du pétrole a ravivé un conflit qui venait d'être réglé. Évidemment, ça n'a pas plu à la Norvège, qui veut rester en de bons termes avec la Russie, et il a été renvoyé. Il y a donc des institutions pour régler ces différends entre pays. Lorsque les organismes internationaux sont reconnus par les États, des recours sont possibles. Par exemple, la Cour internationale de justice de la Haye peut être saisie, et plus spécifiquement dans le cadre du droit de la mer, le Tribunal international du droit maritime d'Hambourg. Ce tribunal de Hambourg est en fonction depuis 1996 et il a géré une vingtaine d'affaires en tout. Ces affaires relèvent de plusieurs types, des délimitations de frontières maritimes, par exemple entre le Bangladesh et la Birmanie, mais aussi l'appropriation des ressources halieutiques entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon, ou entre le Chili et les États-Unis, ou encore des violences sur des espaces maritimes, par exemple le navire de Greenpeace, Arctic Sunrise, qui a attaqué une plateforme russe pour protester contre l'exploitation du pétrole offshore qui présente des risques environnementaux encore pires que l'exploitation du pétrole sur Terre, puisque quand il y a une fuite, évidemment, ça se répand dans la mer et c'est beaucoup plus compliqué de la résorber. On constate dans ces affaires des recours de plus en plus nombreux des pays en développement à propos des délimitations maritimes et du droit de navigation. En revanche, les affaires de contentieux liées aux pêcheries sont en diminution. Là, c'est vraiment les ressources du sol qui sont de plus en plus importantes dans les conflits. Ce qui concerne les affaires d'exploitation maritime sont des affaires portées surtout par des pays riches finalement, qui déjà ont pu développer les moyens d'exploiter ces ressources, et ensuite qui ont également les moyens de peser dans les institutions pour éventuellement obtenir gain de cause. Conclusion de ce grand 2, de cet axe 2, donc sur la question des délimitations maritimes de l'autorité des États. Quelle forme prennent les délimitations politiques des mers et des océans? Quelle est leur utilité et quels enjeux politiques engendrent-elles? D'une part, on peut dire que ces délimitations, elles ont une forme purement conventionnelle, elle n'est pas matérielle, on ne peut pas matérialiser une frontière dans la mer, c'est impossible. Ensuite, le principe fondamental, c'est la liberté de circulation.
La mer n'est pas un territoire appartenant à un État, mais en fait un espace libre de circulation où l'État, le plus proche, obtient des prérogatives en fonction de sa proximité. Ce ne sont pas des frontières, mais des limites qui forment des zones de prérogatives et de responsabilité des États sur la mer. Le découpage linéaire des zones de contrôle des États entraîne forcément des conflits, puisque le contour des côtes rend le partage équitable impossible. Dans le contexte de la maritimisation du monde, c'est-à-dire de l'importance croissante de la mer dans l'économie mondiale et dans le contexte aussi de la découverte de nouvelles ressources offshore, les enjeux géopolitiques sont de plus en plus importants. Il s'agit pour les États de maintenir leur puissance par le contrôle des voies de navigation, leur présence navale militaire et leur indépendance énergétique. La Convention de Montego Bay, adoptée par la majorité des États, comme je vous l'ai déjà dit, et respectée à peu près unanimement, permet de désamorcer un certain nombre de conflits potentiels, puisqu'elle pose un cadre. Cependant, la souplesse de cette législation provoque également des différends, puisqu'elle laisse une marge de manœuvre. Par exemple, l'extension de la ZEE du Portugal, revendiquée d'après le plateau continental du Portugal, pose des problèmes diplomatiques avec l'Espagne par exemple ou la France. Et ça, c'est rendu possible par la Convention elle-même. Finalement, la domination des mers et les enjeux géopolitiques qui y sont liés sont révélateurs des enjeux plus généraux de la course à la puissance entre États, et cela de toute éternité. On a une course à la puissance entre États depuis toujours, depuis que les États existent, et la mer a toujours été un lieu de domination, de course à la puissance. En 1912, par exemple, le Titanic devait manifester la puissance du Royaume-Uni. Historiquement, un grand dominateur de la mer, la grande puissance maritime des 18e, 19e siècles, c'est le Royaume-Uni. Je vous renvoie à un poème mis en musique et qui est maintenant un hymne patriotique britannique qui s'appelle Rule Britannia, où on dit, eh bien, domine Bretagne, Grande-Bretagne, domine sur les vagues, les Britanniques ne seront jamais des esclaves. Vous entendrez cet hymne en fin de vidéo. Le Titanic était le plus grand bateau du monde, ce qui est un signe extérieur et évident de domination technologique du Royaume-Uni et de l'Europe, de l'Occident en général sur le monde. Et il devait relier l'Europe à New York en des temps records qui symbolisent aussi la puissance occidentale et l'appropriation de l'Atlantique, puisque si on est capable d'avancer très vite dans un océan, c'est qu'on maîtrise cet océan. Bon, c'est raté pour cette fois. Aujourd'hui, les grandes puissances politiques, militaires et économiques terrestres, les États-Unis, la France, etc., sont aussi les plus présentes sur les mers. Et ces puissances, elles cherchent à y conserver, voire à y renforcer leur domination. J'en veux pour preuve que les plus importantes ZEE du monde, en superficie, appartiennent aux principales puissances mondiales. Vous pouvez le voir, c'est d'abord les États-Unis et la deuxième ZEE en superficie, c'est la France, grâce à sa multitude de petites îles répandues partout sur Terre. Et puis on a aussi l'Australie, la Russie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, le Canada, le Japon et la Chine. Et vous voyez que la plupart de ces pays-là sont soit les anciennes puissances coloniales, soit l'ancienne colonie de ces puissances. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce sont d'anciens dominions du Royaume-Uni. Voilà pour ce qui concernait les frontières maritimes, l'absence de frontières en fait. Maintenant, conclusion de cet axe 2, les frontières en débat. Je vous rappelle la problématique au départ. Comment se manifestent les débats sur les divisions politiques du monde entre disputes, négociations et concertations? Qu'est-ce qu'on peut dire? Les frontières comme division conventionnelle du monde sont l'objet de débats, voire de conflits armés, on l'a vu. Les enjeux sont l'affirmation nationale d'un pays, par exemple l'existence de la Pologne. Si on fait réapparaître la Pologne, on fait réapparaître ses frontières. C'est aussi le contrôle de zones de passage terrestre et l'accès aux ressources qui sont en jeu avec la gestion des frontières. La frontière est la façade de la puissance d'un État. L'État qui ne contrôle pas ses frontières, par exemple, n'est en fait pas puissant, puisqu'il n'est pas capable de défendre son territoire, ou la délimitation de son territoire. Il s'agit de la puissance territoriale dont il est question ici. Et cette puissance territoriale, elle est au cœur de ce qu'on appelle le hard power, ce qu'on a déjà étudié. En ce sens, par exemple, la République fédérale allemande ne reconnaît pas les accords entre la RDA et la République populaire de Pologne pendant l'ère soviétique, et elle réaffirme ainsi
quelle est la seule autorité légitime sur le territoire allemand dans sa globalité. Ces enjeux de frontières terrestres mènent souvent à des conflits armés qui aboutissent à des accords de paix, parfois au détriment des populations évidemment. Rappelons-nous les 7 millions d'Allemands expulsés de leur territoire cédé à la Pologne en 1945-46, avec la ligne Oder-Neisse par exemple. La Convention et les accords internationaux doivent permettre de fixer un consensus autour des frontières, un consensus qui deviendrait, si vous voulez, immobile, figé, et qu'on ne pourrait plus contester unilatéralement. Par exemple, le traité 4+2, ou qu'on appelle aussi le traité de Moscou, qui regroupait Russie, Royaume-Uni, France, États-Unis avec la RFA et la RDA, implique plusieurs États pour éviter qu'ils ne soient révisés sans concertation globale et internationale. Le contrôle des mers reflète quant à lui des enjeux terrestres, même s'il prend des formes forcément différentes. Il n'est pas question de frontières, mais de zone d'autorité d'un État sur un espace, finalement, de liberté. On est, par principe, libre sur la mer. La Convention de Montego Bay fixe un cadre général reconnu universellement. Il n'empêche pas des conflits, mais ceux-ci ne sont pour le moment pas armés. Comme les frontières, l'enjeu de l'autorité des États sur une portion de mer est lié au contrôle des zones de passage et de ressources exploitables. En 1919, par exemple, je vous rappelle que la Pologne reçoit un couloir terrestre pour accéder à la mer Baltique, ce qui coupe la Prusse, donc l'Allemagne, en deux. L'enjeu est aussi l'appropriation culturelle d'un pays sur ses côtes. Qui imaginerait aujourd'hui que la mer qui borde la Bretagne soit revendiquée par l'Italie ou les États-Unis, ou que les eaux entourant les îles de l'Airain se soient sous le contrôle de l'Afrique du Sud ou de la Chine. L'enjeu n'est donc pas purement économique, mais il est aussi lié au sentiment national, que ce soit sur l'appropriation des mers ou sur les frontières elles-mêmes. De la même manière qu'un pays lutte pour conserver un territoire vaste face aux autres puissances concurrentes qui l'entourent, chaque État tente aujourd'hui de faire reconnaître une ZEE la plus vaste possible pour affirmer sa puissance et son autorité sur une étendue maritime. ZEE, frontières terrestres, les conflits et les négociations portant sur les unes comme sur les autres permettent de cerner l'état des relations entre pays. Donc c'est un petit peu un miroir de ce qui a lieu de manière plus globale, les enjeux entre les grandes puissances. Les accords internationaux dont ils font l'objet sont finalement révélateurs d'un monde multipolaire. Vous connaissez cette définition. Ce monde multipolaire, ou bien que certains dominent plus que les autres, finalement, aucune puissance ne peut tout décider toute seule. C'est le cas en ce qui concerne les frontières, et c'est le cas en ce qui concerne le départage des mers et des océans. Voilà pour cet axe, voilà pour ce jalon, ce grand 2, que nous avons fait rapidement. Nous l'avons survolé de la même manière qu'un goéland peut survoler la mer, mais j'espère que nous l'avons assez approfondi pour que vous compreniez, de la même manière que le goéland plonge assez profondément pour se nourrir de poissons. Je suis un formidable poète. Dans les prochaines vidéos, nous ferons enfin l'objet de travail conclusif sur ces questions des frontières. Et là, il s'agira des frontières de l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, et de l'Europe avec le reste du monde. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. This was the charter of the land.